C'est de loin les personnages les plus creux et les plus fades que j'ai jamais lus de ma vie. Nous, on veut des icônes. Et le chat s'appelle Prout. J'ai tellement de problèmes avec ce livre. Si ça se trouve, il a déménagé à l'autre bout du monde. Si ça se trouve, il est mort. I hate the vibe. Cauchemar. Phobie, hantise. Étant bélier, c'est pas du tout une pratique qui me choque. J'ai pas envie que le mot Prout se glisse dans une scène de smut. C'est un kink, ça? C'est un kink? Je suis pas au courant. Faut doser. Good morning everybody! On est en avril, c'est le printemps, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est la saison des amours, c'est la saison des mariages. Et je me suis dit que j'allais tenter ma chance avec l'amour et avec la romance surtout. Vidéo qui va être un petit peu niche, je pense, sur ma chaîne parce que même si je lis des choses assez diverses et variées, je ne lis pas de romance. Force est de constater cependant que c'est un genre qui a le vent en poupe, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux, en librairie. C'est un genre qui fédère une communauté vraiment qui inonde, encore une fois, les réseaux sociaux. Et franchement, j'avais envie, moi aussi, d'y goûter un peu, parce que ça m'intrigue, et parce que, même si je suis votre booktubeuse blasée, cynique et salty, attitrée et officielle, quelque part, par là, un cœur bat. Plus sérieusement, j'adore les comédies romantiques. Mais j'ai une take. Pour moi, il y a quasiment rien de vraiment bien qui est sorti en comédie romantique, donc en film, après 2010. Vraiment, moi, mon éra de comédie romantique préférée, c'est les années 90 et 2000. Et je trouve qu'après ça, je sais pas où sont passés nos Sandra Bullock, nos Cameron Diaz et autres consoeurs, vraiment je vous le demande. Et donc, vu qu'on n'est pas resté keblo dans le temps, moi je les ai toutes saignées. D'ailleurs n'hésitez pas à me recommander des comédies romantiques que vous adorez. Mais voilà, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a vraiment eu un shift à partir des années 2010. Et alors aujourd'hui, je vous en parle même pas, je trouve que ce qui sort, mais c'est mauvais, c'est mauvais. Et donc, j'avais très envie de laisser une chance à quelques titres de romance pour retrouver ce qui me fait vibrer dans les comédies romantiques que j'adore des années 90 et 2000. La proposition, l'amour sans préavis, bah Sandra Bullock, voilà. Sandra Bullock, mais ma queen, Jackpot, Night and Day, Cameron Diaz, 27 robes, Le témoin amoureux, Comment se faire larguer en 10 leçons, en 10 jours, en 10 leçons, je sais jamais, Had to lose a guy in 10 days. Bref, vous voyez ce genre-là, ce genre de film. Ça c'est ma cam. Et donc, je me suis fait une petite liste de romances que j'allais essayer de lire. Je refais encore un petit disclaimer, je l'ai dit il y a pas très longtemps, mais moi je suis pas là pour bâcher les livres préférés des gens, je suis pas là pour faire des vidéos style j'ai détesté pour vous, je suis pas là pour commencer des livres en sachant que je vais pas les aimer. Donc, encore une fois, j'entre dans ces livres au pire curieuse et au mieux quasi persuadée vraiment que je vais passer un très bon moment. Mes critères de sélection pour cette vidéo. Je suis allée voir du côté anglo-saxon parce que j'adore les comédies romantiques voilà, américaines, britanniques, plus... Oh, il y a des comédies romantiques françaises que j'aime bien, mais voilà, j'avais quand même envie de... Vu que c'est un genre que je lis pas beaucoup, j'avais envie que ça me fasse un petit peu plus rêver, peut-être, et que ce soit un petit peu plus loin de moi, donc je voulais pas des trucs très franco-français. J'ai choisi en mon âme et conscience des romances hétéros. Voilà, je voulais aller voir si les hétérosexuels vont bien. Je suis allée taper dans des valeurs sûres, même si je n'y connais rien, mais j'ai choisi soit des autrices, soit des sous-genres populaires et que j'ai pas mal vu passer et dont j'ai vu pas mal de bons avis dans les communautés qui lisent de la romance. Et j'ai lu très attentivement les résumés et parfois je suis allée lire les premières phrases quand même pour me donner une petite impression, un petit aperçu de ce qui m'attendait, parce que mon problème étant que j'ai le cringe rapide.
et sévère. Et encore plus en livre, je trouve que le cringe est très vite arrivé, parce que dans un film, tu vois les choses se dérouler, et dans un livre, globalement, t'es quand même dans la tête des personnages, et des fois, il y a des trucs que tu dis, non, je n'ai pas envie de savoir ça. Les bases étant posées, je vous fais la liste des livres que j'ai décidé de lire pour cette vidéo. Évidemment, je suis tout de suite allée voir du côté de Emily Henry, la queen de la romance américaine de ces dernières années, et j'ai choisi Book Lovers. Très récemment, j'ai vu dans une vidéo, malheureusement je suis incapable de me souvenir qui c'est, quelqu'un qui parlait de The 7-Year Slip de Ashley Poston. Ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille et je me suis dit ok, ça c'est une romance qui peut carrément me plaire. Une autre autrice qui est très populaire en ce moment, c'est Abby Jiménez. Le résumé qui me faisait le plus envie, c'est ne m'oublie jamais, je crois. Et ensuite, là, je me suis dit, ça va vraiment être qui tout double, mais je suis extrêmement intriguée par ces histoires de romances de cow-boy. C'est quoi cette traîne de cow-boy là? J'ai pris ceux que je vois le plus partout, les couvertures sont sympas. Done and Dusted de Lila Sage. Mais c'est quoi même ce titre, genre terminé et épousseté? Je sais pas si ça a un sens vraiment dans le jargon cow-boy. Certainement. Voici donc les 4 livres que j'ai décidé de lire. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Écoutez, cette vidéo commence très bien parce que j'ai terminé Book Lovers et que j'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment. Dans Book Lovers, on suit, comme le titre l'indique, des personnages qui travaillent dans le milieu du livre et de l'édition. D'ailleurs, bon, je connais pas l'œuvre de Emily Henry comme vous l'aurez compris, mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent dans ses romans, que peut-être même dans tous ses romans c'est le cas, je sais pas exactement. Mais ici, on a notre protagoniste Nora qui est agente littéraire aux États-Unis. C'est une agente littéraire très renommée, très compétente, très douée, passionnée par son travail. Et vous savez, c'est un peu le cliché dans les comédies romantiques de la meuf. Mais en fait, c'est un peu une Sandra Bullock dans La Proposition, en fait, maintenant que j'y pense. Elle est un peu vue comme un requin dans son milieu parce que c'est une femme, encore une fois, très compétente. Et notre love interest, c'est aussi un mec qu'elle a rencontré à plusieurs reprises pour le travail. Lui, il est éditeur. Et quand ils se sont rencontrés, le courant est pas franchement passé entre deux. Ils ont eu un déjeuner pour évoquer je ne sais quel sujet de travail. Et il se trouve que notre personnage principal, donc Nora, elle a une petite sœur. Sa petite sœur, c'est vraiment tout pour elle. Et en fait, la petite sœur de Nora est complètement fan d'un roman que moi j'imaginais un peu comme un genre de Gilmore Girls dans l'ambiance, donc en livre. Et il se trouve que l'autrice de ce roman que la sœur de Nora adore n'est autre qu'une autrice dont s'occupe Nora en tant qu'agente littéraire, et une autrice vraiment majeure. Sa sœur, elle a une idée, elle propose à Nora d'aller 1 mois en vacances avant d'accoucher, avant de devoir accueillir son 3e enfant, et voilà, que ce soit un peu toute une organisation de quand on accueille un nouveau bébé, la fatigue, etc. Elle lui dit, je veux absolument qu'on aille toutes les deux en vacances, 1 mois entre sœurs, dans la ville qui a inspiré la ville du roman qu'elle adore. Je ne sais pas si c'est très clair. Et alors, coïncidence de fou, le fameux éditeur de New York avec qui elle s'entend pas beaucoup et qui a pas non plus une très bonne réputation, en tout cas qui a pas la réputation d'être l'homme le plus chaleureux et le plus avenant qui soit, il se trouve qu'il est aussi dans cette ville. Et c'est entre ces deux-là que va avoir lieu la romance. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper divertissant. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très bien campés. Ils sont pas du tout creux, ils sont pas du tout ridicules. Jauge de cringe, 0%. J'ai pas cringe une seule fois, thank God. Et ouais, je sais pas comment dire, c'était pas too much en mode roman complètement dramatique, psychologique, mais en même temps, on comprenait vraiment pourquoi chacun d'entre eux est comme il est aujourd'hui,
avec tout le bagage de leur vie et de leur passé, et surtout à Nora et à Libby, qui ont eu une vie quand même vraiment très difficile. Tu comprends les blocages qu'elle peut avoir, les peurs qu'elle a, tu comprends pourquoi sa sœur c'est tout pour elle, évidemment, et pourquoi elle ferait tout pour elle, et pourquoi elle a sacrifié énormément de choses dans sa vie, alors que personne ne lui a rien demandé, pour s'assurer que sa sœur ait toujours un toit sur la tête, qu'elle ait une belle vie, parce qu'elles ont vraiment galéré, les pauvres. Pareil, du côté du love interest masculin, on comprend pourquoi il est comme il est, on comprend pourquoi il agit comme il agit, et c'est pas du tout manichéen. C'est deux personnages qui ont un peu une réputation dans leur milieu, voilà, de gens qui sont sans concession, qui gravissent les échelons, qui sont peut-être un peu sans pitié. Et en fait, c'est des êtres humains comme tout le monde qui ont une famille, qui ont des démons. Je déteste dire ça, j'ai mes démons. Et en fait, ils sont très bien assortis tous les deux. Ils ont une alchimie qui est vraiment palpable. Ils se taclent énormément, c'est un peu leur façon de se draguer. Étant bélier, c'est pas du tout une pratique qui me choque. C'est marrant parce que j'ai vu il y a pas longtemps sur la chaîne de Living Books qu'elle avait essayé de lire Book Lovers et qu'elle avait trouvé ça justement tellement cringe qu'elle n'était pas allée jusqu'à la fin. Et comme quoi, on a chacun notre jauge parce que, je sais pas, moi ça m'a amusée. Je les ai trouvés assez rigolos et en même temps touchants tous les deux. Et voilà, je vous raconte pas comment ça se passe, comment tout ça se goupille ni se termine, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très réaliste. C'est pas le petit conte de fées. Franchement, je trouve que jusqu'à la fin, on sait pas vraiment où ça va aller. On sait pas si ça va fonctionner. C'est pas un livre où les personnages, ils auront tout, parce que dans la vie, on peut pas toujours tout avoir. Parfois, il faut faire des concessions, des sacrifices, il faut accepter de laisser des gens partir, il faut accepter que la vie change et que les choses changent. En ce sens-là, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, très réaliste, très touchant, très bien amené. J'ai bien aimé aussi le fait que notre personnage principal, c'est vraiment une meuf qui a sa carrière qui va comme sur des roulettes. Elle a 32 ans, c'est une femme adulte, accomplie, en soi elle a besoin de personne. Bref, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très agréable à lire, c'était rigolo, c'était touchant, c'était émouvant. Il y a du smut, et encore une fois, j'ai trouvé ça tellement bien fait et tellement bien écrit que c'était pas du tout cringe. J'ai pas trouvé ça cringe du tout. Par contre, Émilie, là, elle nous fait languir. Bref, une bonne romance entre adultes, pour adultes, avec des personnages accomplis. Que dire d'autre ? Non, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment le genre de livre que je verrai adapté en film. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des adaptations Netflix avec des acteurs inconnus au bataillon, je suis désolée, c'est pas gentil. Faut laisser sa chance à tout le monde, mais nous, on veut des icônes. On veut des Sandra Bullock. Mettez-nous des stars, en fait. Pour résumer, est-ce que j'ai retrouvé ma vibe de comédie romantique pré-2010 ? Oui. Jauge de cringe, 0%. Et je mettrai 4 sur 5 parce que, du coup, évidemment, je note ça dans ma tête en mode pas comparé à d'autres livres que j'ai pu lire, mais vraiment en mode de la romance. Mais comme j'ai aucun point de comparaison, j'ai pas mis 5 non plus parce que après c'était pas genre un énorme coup de cœur, mais c'était vraiment un très très bon moment, une lecture solide, et ouais, j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Oh non. Écoutez, oh non, je ris nerveusement, je ris de gêne. Je pense qu'il fallait bien un cancre dans cette vidéo, sinon ce ne serait pas drôle. Vraiment, je suis désolée s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont adoré ce livre. C'est cool pour vous, je suis heureuse pour vous. Je sais que moi, voilà, regardez, j'ai aimé Book Lovers. J'ai vu une vidéo de Living Books qui disait qu'elle a pas aimé Book Lovers, qu'elle a trouvé ça hyper cringe, qu'elle a DNF. It's okay. It's okay. Et puis, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que j'ai dit que j'allais chercher chez les ricains et chez les hétéros.
Non, mais il n'y a pas à être si américain et il n'y a pas à être si hétéro, en fait. C'est... It was too much for me. Done and Dusted. C'était quoi? Done and Dusted, ça parle de Amy, je peux pas oublier son nom, hein. Amy qui vient d'une famille de cow-boys, de riders, dans le Wyoming. Déjà, je me suis dit, trop intéressant. Le Wyoming, c'est vraiment un état qu'on ne voit jamais dans la pop culture. En tout cas, c'est très rare. Tu sais, quand tu regardes un film, une comédie romantique, ça se passe toujours soit à New York, soit à Los Angeles. Qui sait même à quoi ça ressemble le Wyoming? Moi, je me suis dit, trop bien, c'est quand même... Je crois que de mémoire, c'est un des états les plus grands des États-Unis et un des moins peuplés. Ça va être, je sais pas, genre en termes de setting, ça va être intéressant. Donc, il y a Amy qui vient d'une grande famille, voilà, où ils ont un grand ranch, ils font des trucs avec les chevaux, les machins. Elle revient dans son bled alors qu'elle était partie depuis 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Elle avait fait sa vie dans le Colorado. Et le love interest, c'est Luke Brooks, qui lui est resté ici toute sa vie. C'est le meilleur ami d'un des frères de Amy. Elle a 2 frères. Et donc, ils se connaissent depuis toujours. Mais, soudainement, quand elle revient du Colorado pour des raisons sombres, coup de foudre. J'ai eu tellement de problèmes. J'ai tellement de problèmes avec ce livre. Après, il faut aussi garder en tête que je les enchaîne, ces lectures, donc forcément, elles vont souffrir de la comparaison les unes aux autres. Donc, j'ai lu Done and Dusted juste après avoir lu Book Lovers. Je vous disais que pour moi, c'était une belle histoire, bien écrite, par une adulte, pour des adultes, avec des personnages adultes. Et là, mon ressenti global dans Done and Dusted, c'est que j'ai l'impression que c'est une meuf de 15 ans qui a voulu écrire une romance avec des adultes. Ouh, ma jauge de cringe, très cliché américain, mais... Et d'ailleurs, je dois dire que je suis allée jusqu'à 60% et après je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'abandonne, je peux plus. Première chose, pourquoi cette romance? Ils se connaissent depuis la nuit des temps. Lui, il est un petit peu plus âgé qu'elle puisque c'est le meilleur ami de son grand frère. Il lui donnait pas l'heure. Enfin, tu sais, en mode de quand t'as un grand frère avec ses potes et qu'il t'embête. Enfin, ok. Mais tout à coup, vraiment, genre tout à coup, il la voit là pour la première fois depuis quelques années dans son bar. Il est en mode waouh, oh waouh, genre elle me fait un truc, je suis vraiment fou d'elle. D'accord, mais sur la base de quoi? À part une attirance physique qui est d'ailleurs vraiment explicite, puisque combien de fois... Ah oui, alors, malheureusement, on a le POV de Amy, et on a aussi le POV de Luke. Donc on est dans la tête du boug. Cauchemar, phobie, hantise. Évidemment, dans les romances, il y a toujours une scène où la meuf se cogne contre un torse très dur et extrêmement musclé, ou bien... qu'elle regarde ses biceps saillants. Ça me fait très rire, mais passe encore. Mais par contre, quand tu es sur un POV du personnage masculin et que ça dit des trucs du style si Gus savait que je mate le cul de sa petite sœur, mater le cul et petite sœur, ça va pas pour moi dans la même phrase. Même si, ok, c'est la petite sœur de Gus, mais c'est une adulte. Enfin, elle a 26, 27 ans, je sais plus. On peut arrêter de la réduire à ce rôle de petite sœur. Il y a tout le temps des phrases en mode si Gus apprenait que je flash sur Amy, il me tuerait. Et en effet, le Gus, il est hyper toxique. Vraiment, je lisais ce livre et je me disais, mais sommes-nous au Moyen-Âge? Cette pauvre femme appartient-elle à ses frères? A-t-elle besoin de la bénédiction de ses frères pour embrasser qui elle veut et coucher avec qui elle veut? Ça m'a mise extrêmement mal à l'aise. Je sais pas, genre vous êtes des adultes, au pire tu tombes amoureux de la sœur de ton pote, y a quoi?
pourquoi il va te tuer? Mais MDR, il se croit trop chez les gangsters alors que mais pas du tout, vraiment pas du tout. En fait, c'est essayer de créer de la tension, mais pour un truc qui est de 1 ridicule et de 2 vraiment quand même borderline problématique. Le mec est hyper possessif, jaloux, elle parle à un autre gars dans le bar, il est en mode ouais, oh t'es sale patte d'émi, si je te revois encore parler avec ce mec, je vais lui péter la gueule. Excusez-moi, mais on trouve ça sexy en 2026 dans la commu, je sais pas, j'ai raté un truc. D'ailleurs, il y a une scène de baston dans le bar avec le fameux mec qui peut pas piffrer, on sait pas pourquoi il peut pas le piffrer. Genre, la meuf a eu le malheur d'aller avec lui à son bal de promo. Je crois qu'il s'est pas hyper bien comporté ou un truc comme ça. Et visiblement, 10 ans après, c'est toujours une raison pour lui casser la gueule. Ok, alright. Straight boys. Voilà, il y a toute cette vibe vraiment de mec viril, de mec, qui me... Enfin, je sais pas, ça me désole et en même temps ça me fait mourir de rire. Je ne sais sur quel pied danser. C'est de loin les personnages les plus creux et les plus fades que j'ai jamais lus de ma vie. J'ai surligné des passages et les scènes de smut. Oh là là, j'ai cru mourir. J'étais toute seule chez moi. Hein, donc c'est même pas, tu sais, comme si, genre, t'es dans le métro, il y a des gens qui lisent par-dessus ton épaule et t'es grave gênée. J'étais toute seule. Mal à l'aise. Je vais même pas m'étendre sur les scènes d'intimité, les scènes de sexe, les scènes de smut. J'ai trouvé que c'était d'un ridicule et d'une gênance sans nom, mais vraiment, je me suis rétractée sur moi-même. Et encore une fois, pour moi, ça avait trop une vibe d'une meuf de 15 ans qui peut-être a jamais eu d'expérience sexuelle de sa vie et qui voulait écrire un truc un peu spicy, un peu en mode mec viril à moitié dominant. Je ne sais s'il faut rire ou pleurer, honnêtement. Voilà, encore une fois, je vous disais, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je suis allée chercher des romans américains et... Non, mais non. Une phrase qui m'a fait vraiment rire. Ne me parlez même pas de cette satanée casquette de baseball à l'envers qu'il arborait ce jour-là. Casquette de baseball à l'envers. C'est un kink, ça? C'est un kink? Je suis pas au courant. La façon dont ses biceps se contractaient et se gonflaient aurait suffi à rendre n'importe quelle femme toute chose. Casquette de baseball à l'envers, biceps, n'importe quelle femme. Faut être quand même très hétéro et très américaine là, je pense. En fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que je me dis, c'est un roman. Tu peux créer les personnages que tu veux, tu peux les rendre aussi intéressants et profonds et un peu uniques que tu veux. Et vraiment la fadeur, mais la fadeur. Je m'explique, je vais vous lire un passage. Repas de famille, où c'est un repas de famille, il va se passer un petit truc un peu hors du commun. Là, on est dans la tête du mec. À cet instant, la porte coulissante de l'arrière de la maison s'ouvrit et Amy fit son entrée. C'était une bonne chose que je tienne encore Riley, la gamine, dans ses bras, car autrement, je serais certainement tombée à genoux. Elle était magnifique. Je me demandais si un jour elle cesserait de propulser mon rythme cardiaque à des niveaux stratosphériques en 1 seconde chrono. Tu te dis, mais elle doit être de toute beauté, là. Elle doit être de toute beauté. Et puis, tu sais, il y a vraiment cette scène tout le temps dans les films ou dans les livres où, je sais pas, voilà, il y a une sortie. Genre, voilà, on prend par exemple le bal de promo. T'as toujours cette scène où le petit mec, là, il sonne, les parents, ils ouvrent, et là, la meuf, elle est dans les escaliers avec sa trop belle robe, elle est incroyablement belle. Je m'imaginais un truc comme ça, même si on va pas au bal de promo. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dégageant son visage. J'ai dit, waouh, elle s'est fait un beau chignon, genre... Elle portait un vieux sweatshirt ras du cou, délavé, des broncos, j'ai pas la ref, et un shirt en jean. Je crois que c'était la première fois depuis son retour qu'elle ne portait pas de bottes, seulement une paire de sandales qu'elle fit glisser de ses pieds une fois le sol franchi.
Le seuil franchi, pardon, je sais même plus lire tellement je suis espantée. Tout ça, tout ce build-up, attends, parce que quand même, tomber à genoux, le champ lexical, faire son entrée, c'est pas juste arriver, faire son entrée, tomber à genoux, magnifique, propulser mon rythme cardiaque à des niveaux stratosphériques. Pour un vieux sweatshirt délavé, un short en jean et des savates. Et pareil, encore une fois, je suis désolée, je me moque, hein, mais tu peux faire de tes personnages ce que tu veux. Amos lui tendit un énorme saladier de purée de pommes de terre. Son plat préféré. Je sais pas. Enfin voilà mon avis sur Done and Dusted. Est-ce que j'ai retrouvé la vibe des comédies romantiques que j'aime? Non! Le cringe, mais through the roof! Vraiment un cringe que j'ai ressenti physiquement dans les tréfonds de tout mon corps. Et je mettrais la note de 1 sur 5. Bah, de toute façon, j'ai abandonné, hein. À peu près 50%. Et après, j'étais en mode... j'étais done and dusted. Allez, je pense que c'est tout pour moi. Je pense qu'on est bon. J'ai encore mes réglages sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde. J'ai dû changer d'objectif parce que je sais pas, j'ai un souci avec l'objectif avec lequel je filme d'habitude. J'espère que niveau résultat, on sera bien, mais ça a l'air d'être ok. Avant de parler de ma 3e lecture, je voulais revenir quand même sur... Le micro est ok? Ouais. Je voulais revenir sur ce que je disais à propos de Done and Dusted parce que c'était il y a quelques semaines, j'ai commencé à monter la vidéo et donc je me suis écoutée. Et je voulais quand même préciser parce que je trouve que ce que je dis paraît hyper hautain. En tout cas, si on ne me connaît pas, si vous avez jamais regardé mes vidéos, si vous connaissez pas le personnage, ma vibe, et je m'attends pas à ce que les gens lisent dans mes pensées, mais donc je voulais préciser que ce que je dis là sur quand je rigole et que je me moque un peu sur la tenue des personnages, sur ce qu'ils portent, encore une fois, c'est pas parce que je pense qu'on doit toujours être tiré à 4 épingles, etc. Et pour moi, je l'ai vraiment interprété comme juste un ressort scénaristique, narratif hyper mal employé. Et si je ne dis pas de bêtises, ça ne vient pas dans l'histoire d'une précarité, par exemple, financière de la part des personnages. Je suis désolée, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner, mais il faut que je finisse cette vidéo, enfin en tout cas que je tourne ce plan là maintenant ou jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps mais le monstre du Loch Ness en fait. Évidemment, on n'est pas obligé, personne n'est obligé de porter des vêtements qui sont considérés comme élégants, comme à la mode, comme j'en sais rien, chic. Tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir s'acheter ce genre de vêtements. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas l'intérêt pour ça. C'est pas du tout mon propos. Il y a des codes dans la littérature, dans la narration et même dans tout type de narration et dans tout type de fiction, pas que dans la littérature, dans le cinéma, bref. Et là en fait je trouvais juste ça hyper drôle que l'autrice veuille faire une espèce de climax pour un truc qui est vraiment hyper commun. Et encore une fois, c'est génial évidemment que quand on aime quelqu'un, on la trouve belle, même chignon, cheveux attachés, n'importe comment, pas de maquillage, vieux short en jean, délavé, sweatshirt. C'est juste que la façon dont c'était fait dans la narration et dans ce truc d'effet waouh, alors qu'en fait, voilà, littéralement, pyjama, vieux sweatshirt, il y a rien à dire dessus. Voilà, je voulais juste mettre ça au clair parce que vraiment je trouvais que la façon dont je l'avais tourné dans le plan précédent, c'était hyper, je sais pas, comme si je me prenais pour, je sais pas, Christina Cordula, enfin je sais pas, comme si je me prenais pour la police du style, alors que pas du tout. Aujourd'hui, je reviens pour parler de ma lecture de The 7 Year Sleep de Ashley Poston. J'ai The 7 Year Sleep,
Ouais, parce que là, vraiment, on dirait que le slip, il a cette... Oh, je me fatigue aujourd'hui, je sens que ça va être très compliqué le tournage. The 7-Year Slip de Ashley Poston. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est bien parce que j'ai fait adorer, détester, adorer. Dans cette lecture, on suit... je me souviens déjà plus des personnages. En fait, ça fait quelques semaines là que je l'ai terminé. On suit une jeune femme qui travaille à New York. Elle travaille dans une maison d'édition. Elle est chargée de communication dans une maison d'édition. Et elle a hérité depuis peu de l'appartement de sa tante qui est décédée. Elle était très proche de sa tante. Elles adoraient voyager ensemble tous les ans. Elles faisaient des grands voyages toutes les deux. Elles avaient vraiment une super belle relation et sa tante, elle avait un petit appartement très chouette et un peu magique à New York. Sa tante lui a toujours dit « Tu verras, grâce à cet appartement, tu peux voyager dans le temps. » Elle était un peu en mode « Ok, crazy ». Jusqu'à ce que, un soir, elle rentre du travail, elle ouvre la porte de son appart normal et il y a un mec dans son appartement. Évidemment, panique totale, genre « T'es qui? Qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es rentré? Je suis en train de me faire cambrioler, je vais me faire assassiner, que se passe-t-il ?» Et lui, il est en mode « Wow, je suis désolée, je pensais pas que quelqu'un allait venir dans l'appartement. Ma mère est une grande amie de ta tante et puisqu'elle est en vacances, elle me prête son appartement pendant qu'elle est pas là. » Elle comprend pas et en même temps elle se dit « Ok, donc là ce que disait ma tante, ça doit être réel puisque en fait de fil en aiguille, elle s'aperçoit que ce gars-là donc parle de sa tante comme si elle était toujours vivante, elle était juste en voyage. Et en fait, quand elle commence à y regarder de plus près, elle s'aperçoit que en effet, l'appartement n'est pas exactement le même. Il n'y a pas les cartons qu'elle a posés il y a quelques semaines quand elle est arrivée pour emménager. Il y a encore les rideaux que sa tante a brûlés, je sais pas, il y a 6 ans et demi. Et elle comprend qu'en entrant dans son appartement ce soir-là, elle a fait un bond dans le passé. Et elle a fait un bond de 7 ans en arrière. Et donc au début, ce mec, elle a envie de le foutre à la porte parce que pour elle, elle est censée être dans le présent, elle est censée être chez elle et elle est censée habiter seule et sa tante est censée être décédée. D'ailleurs, fun fact, dans le passé, elle est elle-même en vacances avec sa tante. Donc il y a sa version quelque part en Norvège, quoi. Et puis elle se dit, bon écoute, on va peut-être pouvoir essayer de cohabiter. Elle lui parle pas évidemment de cette histoire de voyage dans le temps parce que c'est complètement incongru, il ne la croirait pas. Et du coup elle lui dit, ah écoute, désolé, il a dû y avoir un quiproquo parce que moi j'habite ici aussi en ce moment, mais au pire on peut partager l'appartement. Et donc ils se découvrent et ils commencent à se fréquenter vraiment dans le cocon de cet appartement. Le truc, c'est que cette magie agit de façon très aléatoire puisque une fois que tu mets le pied dehors, tu retournes dans ton époque et ensuite quand tu reviens, t'es pas sûr de retourner là où tu t'es arrêté. Peut-être que tu reviens dans le présent, peut-être que tu retournes dans le passé, c'est hyper aléatoire. Et donc ces deux personnages-là, ils passent une petite soirée hyper sympa. Lui, c'est un jeune chef en devenir. En tout cas, il est passionné par la cuisine. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce que, étant moi-même une grande gourmande, une grande mangeuse et une plutôt très bonne cuisinière, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai adoré cet aspect autour de la nourriture qui rassemble, le partage, les souvenirs, la famille, les traditions qu'on fait perdurer à travers ce qu'on cuisine et comment on cuisine et comment on le partage avec les gens qu'on aime. J'ai adoré cet aspect-là. Et en fait, elle passe une super soirée, elle découvre un mec très jovial, qui a plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'espoir pour la vie. Lui, il vient juste d'arriver à New York. Et son projet, c'est de trouver un travail dans un restaurant et puis peut-être de monter les échelons et d'un jour ouvrir son propre restaurant. Petit moment un peu hors du temps, je crois que ça se passe pendant un week-end, donc elle ne sort pas, puis le lundi matin, il faut aller au travail. Et quand elle rentre chez elle, le soir, elle est dans le présent. Et donc elle a un peu perdu la trace de ce mec pour qui elle a eu un petit coup de cœur quand même. Elle va être assez dépitée parce qu'elle se dit bon, je vais peut-être essayer de le chercher dans le présent, mais pour lui, ce petit week-end hors du temps qu'on a vécu, ça s'est passé il y a 7 ans. Est-ce qu'il se souvient encore de moi ? Est-ce que je l'ai marqué autant que lui m'a marqué ?
qu'est-ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est, si ça se trouve le mec est marié, si ça se trouve il a des enfants, si ça se trouve il a déménagé à l'autre bout du monde, si ça se trouve il est mort. Et voilà, je m'arrête là, mais j'ai trouvé que c'était... En vrai, j'ai pas beaucoup de choses à en dire parce que j'ai juste passé un moment tellement agréable. J'ai trouvé les personnages hyper attachants. J'ai trouvé ça très intéressant, ce petit côté un peu presque science-fiction parce que y a tout ce paradoxe temporel où tu te dis mais est-ce qu'elle va le retrouver ? Comment elle va réussir à le retrouver ? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ce laps de temps de si elle le retrouve, est-ce qu'ils se seront encore vus dans le passé mais elle n'est pas encore au courant parce que c'est pas encore arrivé pour elle et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment les gens changent en 7 ans, comment la vie peut évoluer. Ce que j'ai bien aimé par rapport aux 2 premières romances que j'ai lues, c'est que là il y avait vraiment un petit côté un peu mélancolique, un petit côté amour impossible, parce que vraiment on se dit en fait est-ce qu'elle va le retrouver ? On se doute que oui, parce que c'est une romance, le truc fait 400 pages, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, on sait pas quels vont être les obstacles et les embûches. J'ai bien aimé ces moments de flottement où elle se dit écoute, en fait, il est introuvable, il a disparu des radars. Peut-être que j'ai vécu quelque chose d'incroyable le temps de 48 heures et que je ne le verrai plus jamais. Il y a vraiment ce truc de moments fugaces qui marquent un peu pour toujours. Charmant. C'est vrai que c'est un mot qui qualifie bien ce livre, je trouve. C'est assez charmant, c'est mignon, c'est touchant. C'est, comme je vous le disais, il y a un petit côté un peu mélancolique et tout ce côté de gourmandise, de nourriture, de milieu, de milieu culinaire, ça m'a énormément plu. J'ai retrouvé, oui, les vibes de mes petites comédies romantiques que j'aime beaucoup. La jauge de cringe était à 0% tout le long de ma lecture. D'ailleurs, il y a assez peu de smut. Je crois que, il n'y en avait quasiment pas. Et je lui mettrais aussi la note de 4 sur 5. Comme Book Lovers, c'était très différent, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié les 2. Il est temps, enfin, de clôturer cette vidéo et de vous parler de ma toute dernière lecture. Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez, avec laquelle j'ai clôturé ce petit test 100% romance. Dans Ne m'oublie jamais, on suit une fille, j'ai déjà oublié son prénom encore une fois, je suis désolée, qui habite dans le Minnesota et elle va bientôt, en fait, quand l'histoire commence, le lendemain, littéralement, elle déménage et elle rentre en Californie pour vivre dans sa famille parce que sa mère est atteinte de démence. Et notre love interest, c'est Xavier. Je me souviens de son prénom, lui, je sais pas pourquoi. Lui, c'est un jeune vétérinaire ambitieux, un peu grumpy, comme on dit dans le jargon, qui vient d'ouvrir sa clinique et qui donc n'a nulle intention de se délocaliser. Et ces deux-là se rencontrent. Alors, mon Dieu, la scène d'ouverture, je me suis dit, mais excusez-moi, c'est une romance. Ça avait hyper mal commencé pour moi parce que ça commence avec un rendez-vous pour le chat de notre personnage féminin. Il s'avère que le chat n'a pas d'anus. Et la romance commence comme ça, avec force description anatomique, j'ai envie de dire, et beaucoup le mot trou de balle. Répété à maintes reprises. Ça, plus le mec était vraiment imbuvable, ultra désagréable et pas du tout professionnel, je me suis dit I hate the vibe. Genre vous pouvez pas me vendre une romance et ça commence sur des discussions d'anus et de trous de balle. Enfin je veux dire, non, là vous me vendez pas du tout du rêve. Et en plus je me suis dit mon Dieu mais le personnage principal masculin il va être imbuvable en fait, insupportable. Bon, turns out, he was having a bad day, ça arrive à tout le monde d'être un petit peu désagréable parfois. En fait, j'ai dit le lendemain elle s'en va, mais en gros ils se rencontrent, ça se passe mal entre eux. Finalement, elle retourne le consulter et ils décident de faire un date parce qu'en fait, elle lui avait tapé dans l'œil. Et après ce rendez-vous où il s'était hyper mal comporté, il s'était dit putain, en fait, je suis vraiment un con.
Genre, je sais même pas pourquoi j'ai agi comme ça. Bref, et donc, ils vont faire leur date. Ils passent un date de rêve, un date incroyable. Et le lendemain, donc, elle s'envole direction la Californie. Et voilà, c'est un aller sans retour. Et c'est une histoire finalement très 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 moderne. On parle de maladie, on parle de liens familiaux compliqués, complexes et ouais, très compliqués. On parle de maltraitance, on parle de deuil. Il y a tout un focus sur ce que c'est que d'être un aidant pour une personne qui est atteinte de démence. On parle d'amour à distance, on parle de travail, de la crainte de perdre son travail, de manquer d'argent. On parle d'endettement, de la peur de faire faillite, quand on a engranger toutes ces économies dans un énorme projet qui n'est pas encore rentable, quand on a des prêts, quand on a... Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est hyper concret, quoi. Et vraiment, c'est la vraie vie. C'est la vie de vous et moi, avec tout ce que ça comporte de complexité. Ça montre que parfois l'amour frappe à notre porte, non seulement quand on s'y attend pas, quand on n'est pas préparé, et quand notre vie est littéralement en train de foutre le camp. Et je trouve que c'est sympa de montrer que finalement on peut construire des choses dans le chaos, que tout ne démarre pas toujours hyper bien, que parfois il y a des relations qui sont complexes, qui prennent du temps, qui demandent des efforts, qu'il faut faire des concessions, qu'il faut... voilà, que c'est pas... que l'amour est évident, mais l'amour ne suffit pas, il y a la vie, encore une fois, à côté. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et si vous êtes à la recherche de ce genre d'histoire d'amour, j'ai l'impression que les histoires de Abby Jiménez sont quand même vraiment de cet acabit. Et pour ma part, pourtant je suis une personne ultra terre à terre, mais là, encore une fois, j'arrête pas de le dire depuis le début, c'est carrément rentré dans mon template de notes, mais j'avais envie de trucs sauce 90-2000, quoi. C'est-à-dire paillettes et delusion, finalement. Ouais, je pense que c'est ça. Là, je partais sur des trucs un peu délulus, et là, on était trop ancrés dans le réel pour moi, donc j'ai apprécié cette lecture, hein. Honnêtement, j'ai apprécié. Enfin, les personnages étaient hyper sympathiques, le mec était littéralement parfait, visiblement il est beau comme un dieu, il est gentil, il est généreux, il est ultra attentionné, il est bosseur, il est altruiste, enfin vraiment genre un amour. La nana, elle est hyper sympathique aussi, elle est rigolote, elle est battante, elle est solidaire, elle est pleine de ressources, enfin voilà, c'était des personnages hyper mignons. Leur histoire d'amour est assez cute, mais j'avoue, j'avais pas... c'est horrible à dire, hein, mais en fait, c'est vrai que le contexte prend aussi énormément de place. Il n'y a pas que la relation, t'as vraiment aussi cette difficulté de la maladie, la longue distance, l'incertitude. Et moi, j'avoue que j'avais un peu juste envie de facilité, et c'est vrai que c'est pas une histoire facile. Donc encore une fois, c'était très bien, objectivement, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et ouais, j'avais envie de trucs un petit peu plus légers, et donc ça n'a pas été ma lecture préférée de ce vlog, comme vous l'aurez compris. Est-ce que j'ai retrouvé la vibe de mes comédies romantiques chouchou? Non, parce que c'est moderne. Encore, voilà, en fait c'est ça, c'est moderne. Est-ce que c'était cringe? Pas forcément dans la relation, mais moi j'avoue que... Ah oui, non mais parce que j'ai pas précisé aussi, donc trou de balle, ok, on a compris. Pourtant je suis une meuf. Je suis plutôt vulgaire, hein, dans la vie de tous les jours. Donc si tu veux, c'est pas tant le mot qui me choque, hein, je suis pas... Oh mon dieu, non, c'est juste que je suis en train de lire une romance, enfin j'ai pas... Est-ce qu'on peut se séparer là? Parce qu'il y a un truc qui est censé nous faire envie, puis l'autre pas tant. Et le chat s'appelle Prout. Le chat s'appelle Prout. Ouais, peut-être ce que je pourrais dire quand même, c'est que la pépé meuf, elle se croit hilarante. Et je sais pas si c'est la traduction ou quoi, mais j'étais genre... That's not funny. Et donc elle a appelé son chat Prout. Et il y a plein de moments qui sont censés être un peu romantiques, sensuels, charnels et tout. Et là, Prout sauta sur le lit. Non, j'ai pas envie que le mot Prout
se glisse dans une scène de smut. Donc, cringe, la relation n'était pas du tout cringe, l'histoire n'est pas du tout cringe, mais un peu cringe quand même, ouais, les assholes à foison et les proutes. Faut doser. Et je lui mettrai la digne note de 3 sur 5. Et c'est donc ainsi que se clôture cette vidéo. Je suis très satisfaite de cette petite expérience parce que sur 4 livres lus, il y en a 2, 50%, au cas où vous ne sauriez pas compter, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc oui, au global, une expérience hyper positive. Ça m'a changé les idées, ça m'a permis de lire des choses qui sont un petit peu plus faciles d'accès quand on est fatigué, quand on n'a pas le courage de se lancer, je sais pas, dans un gros pavé, dans un truc qui a un world building de fou, ou bien qui va avoir une plume assez exigeante. Ouais, vraiment, c'était une super bonne expérience, d'autant que j'ai vraiment réussi cette année par rapport aux 2 années précédentes à réintégrer la lecture dans mon quotidien. Je lis beaucoup plus, en tout cas je lis beaucoup plus fréquemment que les 2 années précédentes qui ont, bon, encore une fois, je le répète tout le temps, mais été très chaotiques pour moi. Et je suis un peu moins sur mon ordinateur, je suis beaucoup moins sur mon téléphone. Et donc, j'ai moins de distractions. On peut aussi se tourner vers des livres qui vont nous reposer, comme pourrait le faire un film. Je suis très contente d'avoir fait cette petite expérience. N'hésitez pas à me recommander, là, si vous avez réussi à cerner un petit peu mes goûts grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me recommander des titres qui pourraient me plaire. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera, je pense, interminable. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, faites de très belles lectures et ciao!